Salut tout le monde, cette vidéo va être longue et lourde, mais importante et nécessaire. Il y a présentement sur les réseaux sociaux, en particularité sur la plateforme Instagram, une vague de dénonciation. Je suis restée pour l'instant silencieuse pour laisser la place aux victimes de s'exprimer. Puis après, je me suis dit que sur mes réseaux sociaux, il y avait probablement des gens qui sont mal informés et peu conscients de cette réalité-là et que mon histoire pourrait leur parler ou les sensibiliser ou leur faire réfléchir. Alors, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui. Mon histoire s'est passée le 3 mai 2008. J'avais 15 ans. Je l'ai rencontré dans un restaurant, le Valentine, sur Curé-Labelle. C'est une amie qui me l'a présenté. Puis on est devenus amis, plus amis virtuels. À ce moment-là, on s'est échangé nos MSN et on discutait sur MSN presque tous les jours. Il était gentil. Il n'y a jamais eu de propos discriminatoires. Il n'y a jamais eu de propos méchants. Il n'a jamais fait de drôles de demandes. Il était vraiment un ami gentil qui s'informe de mes journées. On discutait chacun de ce qu'on avait vécu de notre côté. Puis il s'informait de comment j'allais et tout ça. Cet après-midi-là, le 3 mai, je l'ai croisé alors que je faisais une promenade pour me vider la tête après une dispute. Je suis sortie prendre l'air et je l'ai croisé. C'était une drôle de coïncidence que je me suis dit parce qu'on s'est croisés dans une ville qui n'était pas la ville où on s'est rencontrés. J'avoue que sur le coup, j'ai trouvé ça juste drôlement bizarre et non bizarre, mais c'était pas une coïncidence après fait. Il m'a dit qu'il était en visite chez sa tante qui se faisait construire une maison non loin de là. Puis il me dit que ça tombait bien, qu'on se voit, qu'il y avait quelque chose pour moi, que si je voulais, je pouvais le suivre. Sinon, ça pouvait attendre. Comme j'avais besoin de me changer les idées, j'ai décidé de le suivre, puis j'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance ou de le craindre, donc je l'ai suivi. Jusqu'à cette maison qui était en construction. Il m'a amené dans le sous-sol, qui était semi-fini. Dans le sous-sol, il y avait, à ma gauche, des coussins au sol, puis une commode avec une horloge et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre dans le sol. C'était une maison en construction, donc je ne me suis pas nécessairement posé de questions à ce moment-là. Ensuite, il a essayé de m'embrasser, puis j'ai été d'abord surprise par son geste. Puis c'est à ce moment-là que j'ai senti l'odeur de bière mélangée avec son haleine et mon premier réflexe, ça a été de le repousser et de lui dire « Non, qu'est-ce que tu fais? » C'est à ce moment-là que je l'ai vu dans ses yeux qu'il était fou. C'est vraiment, en une fraction de seconde, tout ce qui s'est passé dans ma tête, ça s'explique pas. Ça se fait tellement rapidement. Tous les questionnements et toutes les craintes qui se sont bousculées en un instant dans ma tête, à ce moment-là, je savais que quelque chose clochait. Il m'a agrippée par la nuque et m'a tiré les cheveux vers le bas. J'étais complètement figée. Il m'a dit dans l'oreille « Personne n'a le droit de me dire non. T'aurais pas dû. Maintenant, tu me laisses pas le choix de te faire du mal. » Et je l'ai supplié, j'ai commencé à pleurer, je l'ai supplié de me laisser partir. Je lui ai dit non, je lui ai demandé d'arrêter. Mais il était complètement déconnecté de la réalité, on aurait dit, à ce moment-là. Il avait vraiment... il était viré fou. Et il m'a jeté sur les coussins qu'il y avait à notre gauche en descendant mon pantalon et mon sous-vêtement. Et tout ce que je faisais, c'était de crier « Arrête, lâche-moi ». Il s'est jeté sur moi, il a détaché son pantalon, il n'a pas pris la peine de le retirer. Et il a pénétré en moi comme si c'était la chose la plus normale à faire à ce moment-là. Je pleurais, je me débattais, j'ai dit non, j'ai crié arrête, j'ai demandé plusieurs fois qu'il me laisse partir et qu'il me lâche. Malgré tout,
Il a continué comme si rien n'était. Même qu'il trouvait ça drôle, pour lui, ça l'excitait, il ressentait du plaisir au fait que je me débatte et que je pleure. À chaque fois que je criais, il me giflait. Puis, il trouvait ça drôle. Donc, à un certain moment, j'ai arrêté de me débattre. J'avais mal, c'était ma première fois, ma première expérience avec la sexualité. Et je savais très bien que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et j'ai figé complètement, j'ai juste arrêté de bouger et j'ai fixé le vide en attendant que ça passe, que je me suis dit. Mais lui, ça l'a mis en colère. En fait, ça l'a ramolli un peu de voir que je ne débattais plus. Alors, il a commencé à faire des coups de bassin plus forts pour me faire mal. Et j'ai eu un réflexe que je n'ai pas commandé, que mon cerveau n'a pas contrôlé à mon corps. Et je me suis recroquevillée sur moi-même, ce qui l'a fait se retirer de moi. Et sans même réfléchir, comme si c'était la chose la plus logique à faire, j'y ai donné un coup de pied dans les côtes et ça l'a éloigné de moi. À ce moment-là, je me suis relevée, je me suis rhabillée et je suis partie en courant. C'est fou ce qui se passe en 3 secondes parce que j'ai eu le temps de me dire « Ok, c'est maintenant que tu peux te sauver ». J'ai eu le temps de me dire « Pars avant qu'il te tue ». J'ai eu le temps de le regarder dans les yeux puis de voir sa folie. J'ai eu le temps d'avoir peur. J'ai eu le temps de me lever, de me rhabiller et de partir en courant. J'ai eu le temps de me rappeler qu'il y avait une porte sur le côté et espérer qu'elle soit débarrée pour que je puisse sortir de cette maison sans avoir à monter les escaliers et partir par la porte d'entrée. J'ai eu le temps d'ouvrir cette porte et de m'enfuir en 3 secondes. C'est incroyable tout ce qui peut se passer à ce moment-là. Ça se passe excessivement rapidement. Et je suis partie, j'ai couru vers le parc où je savais qu'il y aurait d'autres personnes et que je serais en sécurité en quelque sorte. Ensuite, je suis rentrée à l'appartement de chez mon père. J'ai pris une douche, j'ai pris un bain et j'ai pris une autre douche. Puis j'ai fait brûler mon pantalon de jogging qui était mon préféré et mon sous-vêtement, ma culotte. À ce moment-là, je les ai fait brûler. Je me sentais sale, je me sentais dégueulasse et j'étais très, très, très gênée et honteuse de ce qui venait de se passer. J'en ai parlé à personne. À partir de ce moment-là, mon attitude a changé et tout le monde alentour de moi a remarqué et ne savait pas ce qui s'était passé et pourquoi j'avais changé. Je n'étais plus la Catherine qui souriait et qui avait autant de plaisir. Après un mois, après les événements, j'ai une consoeur d'école, une coéquipière qui m'a écrit pour me dire qu'elle s'inquiétait, qu'elle avait remarqué des signes et qu'elle comprenait ce que j'avais vécu puisqu'elle l'avait vécu aussi. Et je me suis confiée à cette personne qui avait vécu, elle, de l'inceste. Donc, elle a trouvé ça trop difficile à garder pour elle-même et elle a décidé de se confier à une amie qui était malheureusement pas la bonne personne à qui se confier. Cette personne était, disons, une de mes ennemies au secondaire. Et cette fille a décidé de raconter mon histoire à tout le monde à l'école et de dire que j'inventais ça pour avoir de l'attention. Alors, personne m'a cru. J'ai perdu presque tous mes amis. Je me suis fait juger, je me suis fait ridiculiser, même par des enseignants de l'école qui m'ont dit que j'avais besoin d'aide, non pas pour ce que j'avais vécu, mais parce que j'inventais des histoires de la sorte. Il y a même un enseignant qui me dit que je devais avoir une maladie mentale pour inventer quelque chose comme ça et qui m'a proposé d'aller me reconduire à l'hôpital psychiatrique. Même la psychologue ne m'a pas cru puisque mon histoire y avait été racontée par quelqu'un d'autre et que je n'arrivais pas à en parler. Je n'arrivais pas à donner des détails parce que ça me mettait trop à l'envers. J'ai tout de même décidé d'aller à
à la police. J'ai été à la police de mon quartier de Fabreville et j'ai rencontré 2 policiers, 2 agents, qui, eux, sont les premiers à m'avoir dit qu'ils me croyaient. Ils m'ont dit qu'ils me croyaient. Ils ont pris ma déposition des faits. J'ai donné le plus de détails possible. Ils m'ont rappelé quelques jours plus tard et je suis retournée au poste pour les rencontrer à nouveau. Puis là, ils m'ont montré une photo et ils m'ont dit « Est-ce que ce gars-là, tu le reconnais? » Et je ne le connaissais pas du tout. Je leur ai dit que non, je ne savais pas c'était qui. Et ils m'ont dit « Ce gars-là, c'est le nom que tu nous as donné. » Fait que là, j'ai dit « Ben, c'est pas lui. Il porte le même nom, mais c'est pas lui. » On dit « Il n'y a personne d'autre ici qui porte ce nom-là dans les environs. » Et ils m'ont expliqué que c'était un pattern, que ça faisait 2 ans qui revenait. Que je n'étais pas la première victime de ce gars-là. En fait, j'étais la 4e. Il y avait eu 3 dépositions dans les 2 dernières années qui étaient identiques à ma déposition. Donc, un garçon qu'il rencontre à l'extérieur de l'école, qui leur dit qu'il fréquente une école avoisinante de la leur, qui devient ami avec eux sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, c'était MSN, qui discute avec eux, qui devient leur ami, ensuite qui les croise de façon soudaine à un autre endroit, qui leur dit qu'il y a quelque chose pour elle, qui les invite à le suivre, et à ce moment-là, qui tente de l'embrasser ou qui l'embrasse, et qui finit par devenir agressif, violent et violer la fille en question. C'était 3 témoignages avant le mien qui étaient identiques à ce que j'avais dit. À chaque fois, c'était pas le même nom, donc c'était pas la même identité qu'avait le gars, et c'était pas le même style vestimentaire, ni la même ville ou le même genre de fille. Donc, que ce soit une blonde, une brune, une rousse, peu importe, toutes les filles avaient 15 ou 16 ans. Il n'y avait aucune preuve, à part que ça faisait plusieurs fois que ça arrivait. Il n'y avait ni le vrai nom de ce gars-là, ni aucune adresse, aucune ville où il pouvait habiter, rien. Et c'était ce qu'on appelle un hacker, parce que toutes les conversations MSN avaient disparu de mon ordinateur et du serveur. Ça n'existait plus. C'était comme si je n'avais jamais eu de conversation avec ce gars-là de ma vie. C'était comme si j'avais inventé cette histoire-là. Comme il y avait eu 3 témoignages précédents et que les 3 filles avant moi avaient eu leur conversation MSN qui avait été également complètement supprimée, et leur conversation par texto aussi. Les policiers croyaient mon histoire parce que, malgré le manque de preuves, je n'étais pas la première, et qu'ils comprenaient que ce gars-là était capable d'entrer dans le serveur et de s'effacer complètement. Malheureusement, je n'avais aucune preuve. J'avais parlé seulement 1 mois plus tard. Je n'étais pas allée à l'hôpital pour faire un kit de viol. Alors, un des policiers qui me dit « Moi, je te crois, mais il n'y a aucun jury qui va croire ton histoire. » À ce moment-là, j'ai 15 ans, je sais pas comment ça marche. J'ai peur, puis je suis complètement à terre. Alors, on a abandonné la poursuite. Et jusqu'à ce jour, c'est la chose que je regrette le plus dans toute cette histoire-là, c'est de ne pas avoir eu l'aide suffisante pour monter une enquête, puis essayer de trouver qui est ce gars-là et l'empêcher de faire du mal à une autre fille. Je continue à croire que ce gars-là a frappé à nouveau après moi. Puis ça me met encore bien à l'envers. Je me sens coupable de ça, même si psychologue, travail social, peu importe, me disent que j'ai fait mon devoir, puis que j'ai pas à me sentir coupable, puis que la seule personne coupable dans toute cette histoire-là, c'est lui. Mais j'aurais aimé ça, que quelqu'un me dise je te crois, puis on va poursuivre ensemble une enquête pour réussir à changer les choses, peut-être. Les policiers étaient les premiers à me dire qu'ils me croyaient, mais ont quand même abandonné la poursuite. J'ai eu l'impression qu'ils m'abandonnaient moi, puis qu'ils ne me croyaient pas à ce moment-là. Ça a été très, très, très long avant que je me remette sur pied de cette expérience. J'en suis revenue
grandi au final. Mais c'est pas toutes les victimes qui peuvent s'en sortir de cette façon-là. Moi, j'ai transformé ce que j'avais vécu en force, mais c'est facile aussi de sombrer dans une dépression puis des pensées noires. J'en ai eu. Je comprends tout à fait les victimes. La vague de dénonciation qu'il y a en ce moment est nécessaire. Si vous avez des gens dans votre entourage qui dénoncent, vous devez les croire. Vous devez leur dire que vous les croyez puis que vous êtes là pour eux. Si vous avez des gens dans votre entourage qui sont pointés du doigt comme étant l'agresseur de quelqu'un d'autre, vous devez avoir une discussion sérieuse avec cette personne-là. Vous devez leur dire « Voici quelles sont mes valeurs et voici ce que tu as fait que je n'accepte pas. » Et vous éloigner de cette personne-là. Excusez pour le bruit à l'extérieur. Ça demande énormément de courage pour dénoncer ce genre d'agression, ce genre d'événement. Peu importe l'âge, puis peu importe quand c'est arrivé, ça demande beaucoup de courage. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas juste un mouvement pour avoir de l'attention, puis c'est pas juste pour rentrer dans le mouvement que les victimes décident de parler. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, qui a donné le courage aux autres victimes de parler aussi, puis de sensibiliser, puis de faire réfléchir les gens autour. Si mon histoire vous parle, si c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous reconnaissez ce pattern, il faut parler. Puis moi, je suis là, vous pouvez m'écrire en privé. C'est correct aussi de pas être apte à parler, puis c'est normal. Mais je vous ouvre une porte. Si l'histoire que je vous raconte vous dit quelque chose, vous pouvez en parler. Puis si c'est une autre histoire, vous pouvez en parler aussi. Dénoncer, c'est difficile, puis c'est une étape qui est importante. Puis à tous ceux qui sont autour, je vous demande d'avoir les yeux ouverts puis les oreilles attentives à vos proches. Je te vois, je t'entends, puis je te crois, c'est très important. Donc, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je vous aime, faites attention à vous.